Eva Simonin, Lou-Jeanne, donc Lou-Jeanne, Ina Corel et Elodie Philippe. Donc merci à vous d'être là et de bien pouvoir partager votre expérience d'auteur. Et comme je le disais avant en aparté, je suis très content de détromper les stéréotypes qui disent que l'ASF est un univers machiste. Donc je vais d'abord vous laisser vous présenter. Alors qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous dire qui êtes-vous? Je sais pas, est-ce qu'on commence par... on va pas commencer avec des questions qui fâchent, la plus jeune, la plus vieille. Qui veut se jeter à l'eau en premier? Moi je veux bien commencer. Alors, je suis Elodie Philippe. Attends, tourne le micro. Ah oui, ouais. Mais tu peux tourner, tu peux Il marche, oui, oui. Moi je suis Elodie Philippe, voilà. Dans la vie je suis institutrice. Et sinon, voilà, donc c'est mon premier roman. Et ouais, je suis une grande amateur de science-fiction et surtout d'anticipation. Donc, d'où le fait que j'ai écrit un roman d'anticipation. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, ton roman s'appelle De mémoire d'homme. De mémoire d'homme aux éditions Kitsune-Gari. Voilà, c'est ça. J'ai bien fait mon travail. Tu peux orienter le... Donc moi je m'appelle Ina Corel, donc avec Elodie en fait je suis dans la même maison d'édition. Donc j'ai publié Eldorado, donc c'est un roman d'anticipation. Voilà, sinon pour me présenter rapidement, j'ai 25 ans. Je suis ingénieure en informatique, ce qui n'a rien à voir avec la littérature. Voilà. J'écris à peu près depuis le lycée. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Lou-Jeanne, je suis publiée aux éditions Rivière Blanche après un long chemin, 10 ans de galère où je cherchais un éditeur. Et finalement, j'en ai trouvé un. Voilà, j'écris depuis toute petite, depuis que je sais tenir un stylo, je pense. Voilà, j'adore la science-fiction, je lis absolument tout ce qui sort en science-fiction, et j'écris la science-fiction. Alors moi c'est Simonin, mon premier roman c'est Laetitia du temps. C'est de la science-fiction parce que j'ai toujours adoré lire les littératures de l'imaginaire. Alors j'ai commencé par la science-fiction, j'aurais pu commencer par un autre genre. De toute façon, tant qu'on peut faire intervenir l'imagination et construire d'autres mondes, aller plus loin, proposer des histoires qu'on ne pourrait pas rendre crédibles dans notre monde réel, je suis pour et pouvoir les créer comme ça, c'est ce qui vraiment m'intéresse le plus dans l'écriture. Alors, je pense qu'on a une petite idée de qui vous êtes maintenant. Et du coup, vous avez en partie répondu à la question, surtout vous qui m'a expliqué. Pourquoi et quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est venu sur le tard quand vous avez commencé vos études, ou comme nous, est-ce que c'était un passe-temps d'enfant au début? Ina, peut-être? En fait, moi j'ai toujours beaucoup lu étant jeune, donc pas forcément de la littérature de l'imaginaire, un peu de tout en fait. Et puis au fil des années, j'ai commencé à écrire des petites histoires, donc sous forme de nouvelles plus. Et puis je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans l'écriture d'un roman. Donc moi j'ai pas commencé par l'anticipation en fait, j'ai commencé par écrire de la fantasy. Après je me suis lancée dans le fantastique et puis je me suis dit, pourquoi pas l'anticipation aussi, puisque c'est les trois genres que j'aime. Donc voilà, après j'ai écrit mon livre et ça a marché quoi. Donc, ouais. Moi non, moi j'écris, moi c'est mon premier roman et c'est la première chose que j'ai écrite de ma vie en fait. Et moi j'étais plus dans le dessin, que tu disais que tu écrivais depuis toute petite. Moi je dessinais depuis toute petite, moi j'ai commencé par l'illustration. Et puis mais comme je disais beaucoup d'anticipation, j'avais envie d'être parmi les noms des auteurs d'anticipation. Je me suis dit un jour il faut vraiment que j'en fasse partie. Et voilà, et puis je me suis lancée. Et puis ça a marché. Eva, est-ce que tu peux nous dire? Pardon. Oui, alors moi je suis comme Elodie, je me suis vraiment mise à écrire avec ce roman-là. J'étais déjà attirée par l'écriture quand j'étais plus jeune, mais je n'avais pas la patience d'écrire parce que je lisais aussi beaucoup et alors que je pouvais dévorer un livre en une journée, je ne pouvais pas en écrire un en une journée. Et à cet âge-là, j'avais pas la patience de me lancer comme ça dans un projet aussi long. Donc je me suis mise à l'écriture quand j'ai accepté le fait que ça me prendrait du temps de créer comme ça mon histoire. Et vous, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi en fait c'est mon
5e livre. Donc j'en ai écrit 4 avant. Le premier était trop court, le deuxième était trop long, le troisième, l'histoire n'était pas bonne, le quatrième, le style n'était pas bon. À chaque fois, les éditeurs, j'allais dans tous les salons, me présenter, à chaque fois, les éditeurs disaient qu'ils ne voulaient pas mon livre. Et en fait, ils avaient raison. Moi, je crois quand même beaucoup à la vie des professionnels. C'est que sûrement mes 4 livres précédents n'étaient pas assez bons. Donc je me suis obstinée et le 5e était bon. Et là, j'ai présenté et j'ai trouvé un éditeur. Donc, je pense qu'il faut faire confiance aux éditeurs où d'un moment, si votre livre est assez bon, il sera publié et il faut y croire. Alors, en 2 mots, de quoi parle vos romans? Alors, en 2 mots, c'est dur. Parce qu'il y a déjà, Bon, d'accord, peut-être en un peu plus. En 2 phrases. En gros, la phrase d'accroche de mon roman, c'est « Et si l'humanité prenait un nouveau départ ?» Donc on est dans du roman post-apocalyptique un peu, et il y a l'idée il y a un questionnement sur si on repart à zéro, comment ça se passe pour rebâtir les fondations d'une nouvelle civilisation. Après, il y a d'autres choses, il y a une autre intrigue avec des anges, des humains, qui vivent avec des anges, de la télépathie. Il y a beaucoup de questionnements. J'ai essayé de faire court. C'est très bien. Donc moi, mon livre, en fait, il traite des jeux vidéo, donc voilà, donc c'est une thématique que je voulais aborder. Donc en fait, c'est plus jeune adulte, donc en fait, on va suivre des personnages qui sont adolescents à travers un jeu vidéo, en fait, auquel tout le monde joue, et ça va traiter aussi un peu de l'addiction, en fait, aux jeux vidéo, voilà. C'est une thématique que j'ai envie d'aborder. Voilà. Et vous, Eva, qui veut se jeter à l'eau? Donc moi, c'est un livre sur le temps, parce que le manque de temps, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Donc c'est l'histoire d'un personnage qui arrête le temps, c'est un skieur en fait qui arrête le temps, il glisse un petit peu, il redémarre le temps et du coup il finit toujours premier dans les courses. Donc il y a un premier personnage qui arrête le temps, puis un deuxième, puis un troisième, et puis on s'aperçoit qu'ils prennent le temps dans un univers parallèle. Et après, si tout le monde arrête le temps, ça devient le bordel. Voilà, donc j'ai voulu faire une réflexion sur le temps, un livre avec de l'action mais un peu conte philosophique aussi, et trouver à la fois une solution sur comment arrêter le temps dans notre monde à nous. Alors le mien se situe dans un futur éloigné, sur une autre planète colonisée depuis quelques siècles par les humains, où tout s'est très bien passé, c'est un monde idéal, comme ils ont la paix, ils n'ont même plus d'armée, c'est vraiment formidable. Puis malheureusement, un jour, ils ne savent pas pourquoi, il y a une vie extraterrestre originaire de la planète, qui avait raté pendant 3 siècles de colonisation, et qui malheureusement est agressive. Donc un des premiers thèmes, c'est cette vie extraterrestre dont la nature est très mal comprise au début, qui va être comprise au fur et à mesure du livre. Et le deuxième thème, c'est la possibilité de voir dans le temps, voir les futurs possibles différents, soit selon la version humaine, le protagoniste principal, qui peut voir des fragments comme ça des différents futurs possibles, parce que le futur n'est jamais figé. Et puis son antagonisme du côté de la vie extraterrestre, qui lui a une vision différente et très alien de ce que peut donner le futur. Voilà. Vous avez un petit peu en partie répondu à cette question, mais pourquoi est-ce que vous faites de la littérature de genre et pas de la littérature normale? Moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. J'adore la diversité qu'on peut se donner au niveau de la création de l'histoire. D'écrire une nouvelle forme de vie selon qui a une vision complètement différente de la nôtre, comment est-ce que je pourrais le faire en littérature générale? Je ne pourrais pas. Donc j'ai besoin de la science-fiction pour apporter une vision différente, des situations différentes et créer des histoires. Voilà pourquoi moi ça m'intéresse. Moi je rejoins un peu Eva sur ce point. Voilà, j'aime bien tout ce qui est par au-dessus du monde réel, quand on peut inventer, quand on a une liberté d'invention un peu illimitée en fait. Voilà. On écrit tout ce qui nous passe par la tête. Dans Eldorado, il n'y a pas de budget d'effets spéciaux. Non. Il faut crever les plafonds. Non, après, en anticipation, on est un peu plus limité parce que voilà, comme que ça corresponde un peu au monde qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, moi j'écris beaucoup de fantasy aussi à côté et là, je me lâche complètement. Voilà. Moi, c'est parce que moi, je me pose beaucoup de questions existentielles dans la vie. Je me pose des questions sur les origines de l'homme, des trucs comme ça. Donc, c'était un moyen
de partager avec les gens toutes les questions que je me pose et de donner ma vision de... Voilà, parce qu'en fait c'est une anticipation, mais c'est quand même tourné sur les origines de l'humanité, mon histoire. Donc c'était une sorte de réponse que je propose au public, en fait. Voilà, sur toutes les questions que me traversent la tête. Ouais, je pense qu'on fait des histoires beaucoup plus sympas, avec beaucoup plus d'action, quand on peut s'affranchir des contraintes de la réalité. Donc ça fait des romans plus rapides, avec plus d'aventures, plus de choses qui se passent. Et puis après, moi personnellement, sur le temps, c'est vrai que si on parle du temps, il faut être capable de l'arrêter, de l'accélérer, de remonter le temps, d'aller dans le futur, sinon on loupe le thème, quoi. Donc écrire sur le temps en littérature générale, c'est complètement impossible. Ça ne veut pas dire que c'est mal écrit, ça peut être aussi bien écrit. Moi, je passe énormément de temps sur le style. Mais après, sur l'intrigue, en littérature d'imaginaire, on peut faire puissance 10, quoi, au niveau de l'action. Comment est-ce que vous avez conçu votre premier roman? C'est-à-dire, comment est-ce que vous avez eu l'idée? Et puis, comment vous avez développé votre roman? Est-ce que vous avez tout planifié? Est-ce que vous avez juste ouvert Word et décidé de taper les trucs sur votre clavier? Est-ce que vous avez mis votre chat à l'heure? Non, moi, en fait, comme je l'ai dit, j'avais plein de questions qui me traversaient la tête, donc j'avais envie de mettre sur papier. Et en fait, je me suis beaucoup documentée pendant plusieurs mois avant. Parce que du coup, je me base sur des textes de la Bible, des textes de Platon, donc j'ai beaucoup lu, beaucoup fait de recherches sur Internet. J'ai rassemblé tout ça, et à partir de là, j'ai commencé à pouvoir tisser une histoire, mais c'est parti dans plein de sens. J'ai deux cahiers remplis comme ça de brouillons, et voilà. Et puis, au bout d'un moment, je sais pas, ça s'est construit un peu tout seul, évidemment. Moi déjà j'avais ma thématique, donc je voulais parler des jeux vidéo, voilà, c'est un thème que j'avais envie d'aborder. Et après j'ai commencé à créer mes personnages, donc en général je fais des fiches personnages. Et j'essaye de créer mon fil conducteur, mais enfin, je ne sais pas vraiment ce qui va arriver quand je commence à écrire, je ne sais pas comment ça va se dérouler sur la fin. Et pour Eldorado, en fait, il y a deux versions. Et la deuxième partie, enfin la première partie était la même sur ces deux versions, mais la deuxième partie ça avait un peu rien à voir. Voilà, enfin, on se laisse guider des fois par le personnage et pour une histoire. Je trouve que c'est intéressant aussi que si tout est planifié, enfin, c'est bien aussi, mais il y a moins de suspense pour nous. Je fais vraiment deux jets, donc un jet, je fais toute l'histoire jusqu'au bout, et après je recommence à zéro pour faire le style, l'orthographe, etc. C'est une phase vachement sympa, puis une phase super chiante, où il faut reprendre page par page, et je mets 3 heures pour chaque page, quoi. Donc mon livre il est assez fin, mais j'ai passé 3 ans, quoi. Donc je relis, je refais les phrases, ça c'est quand même dur, mais à la fin on est content du résultat. Alors pour moi, avant de commencer à écrire, il faut que je sache quelle est la fin et quelles sont les étapes importantes, les étapes intermédiaires importantes. Une fois que j'ai ça, j'ai ma direction, je sais que je ne vais pas en dévier. Et après, si je veux ajouter des éléments auxquels je n'ai pas pensé au début, me surprendre moi-même à voir comment l'histoire évolue, je peux aussi comme ça me faire plaisir dans l'improvisation tout en étant sûre d'être dans les bons rails. Donc moi, je ne commence pas à écrire tant que je n'ai pas la fin, ça c'est sûr. Est-ce qu'il vous est arrivé des choses bizarres depuis que vous êtes écrivain? Des anecdotes, pendant que vous écriviez votre roman, est-ce qu'il vous est arrivé des... Moi, l'anecdote rigolote, c'est qu'on m'a dit, au fait, si tu veux, mon oncle est éditeur, alors que je n'avais même pas fini mon roman, que je ne savais même pas si j'allais essayer de l'éditer derrière. Donc, si j'en étais à la moitié, j'étais déjà contente de voir que j'arrivais à mener mon projet. En fait, si tu veux, je peux te présenter à mon oncle éditeur. C'est gentil, j'y penserai. Pour le moment, je vais voir si je termine. D'autres anecdotes sur comment vous avez écrit le roman et si vous avez eu des accidents de parcours? Non. Pas spécialement, enfin, je l'ai écrit en un mois, enfin, je n'ai pas eu de... Un mois? Il y avait des vacances pendant ce moment-là, donc c'était assez vite la journée en fait. Et du coup, j'ai pas eu de pause, je savais plus quoi écrire, enfin, ça peut arriver des fois, on a la page blanche et on n'arrive pas à écrire. En ce moment, ça a été... Ça a été rapide. Ouais, ça a été rapide pour ce moment. J'étais inspirée. Et toi? Non, d'autres, non, spécialement. C'est plutôt être surprise des bonnes critiques, quoi. En fait, on voit des blogueurs qui envoient des bonnes critiques. On s'y attend pas, quoi. On va en parler un petit peu.
Mais d'abord, comment est-ce que vous êtes passé du manuscrit au livre publié? Comment est-ce que vous avez trouvé votre éditeur? Puis après, on parlera de ce que vous avez fait avec votre éditeur. Bah, moi, c'était un coup de chance, en fait. Parce que moi, j'ai d'abord... Enfin, j'avais fini de l'écrire début 2012. Et j'ai essayé... Bon, j'ai d'abord frappé aux grosses portes, les grands, quoi, en me disant, on sait pas, on sait jamais. Et puis voilà, chaque fois, ils me le renvoyaient en me disant, ah, c'est super, mais non, ça nous intéresse pas, enfin bref. Et voilà, et puis en fait, j'ai rencontré, pendant que je faisais mes études pour devenir institutrice, j'ai rencontré une fille qui faisait la formation avec moi, qui m'a dit, ah, j'ai une copine qui a une maison d'édition, et elle cherche quelqu'un pour faire une couverture de livre, vu que moi j'ai un passé aussi d'illustratrice. Et du coup, j'ai fait la couverture de livre. Ensuite, l'éditrice m'a dit, j'ai aussi besoin de quelqu'un pour faire le logo, donc j'ai fait le logo de la maison d'édition. Et au bout d'un moment, je me suis quand même dit, mais en fait, c'est quoi le genre littéraire de la maison? Et elle m'a dit SF, fantasy. Je dis, ah bah ça tombe bien, j'ai un manuscrit qui est en train de pourrir dans un tiroir. Et voilà, et je l'ai envoyé, et puis bah, elle a accroché. Voilà. Donc c'était vraiment de la chance, quoi. Donc, voilà. Donc moi, j'avais déjà plusieurs livres publiés avant, donc je n'ai pas envoyé une grosse maison d'édition parce que je savais à quoi m'attendre. Et puis du coup, à force, on rencontre les petites maisons d'édition sur les salons, donc on discute. Et puis du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré l'éditrice de Kitchen. Et puis au moment où j'avais fini Eldorado, en fait, les soumissions étaient fermées, mais j'ai attendu, j'ai soumis, puis j'ai eu un petit livre. Il va vous. Moi, en fait, j'ai été repérée par le speed dating des Imaginales. En fait, les Imaginales, c'est un grand festival de SF à Épinal. Et chaque année, la ville d'Épinal sélectionne 20 manuscrits, donc on envoie son manuscrit. Et les 20 auteurs rencontrent 4 éditeurs pendant 10 minutes, donc c'est un speed dating. Et donc j'ai rencontré face à face 4 éditeurs, et l'un des 4, qui était Rivière Blanche, m'a appris tout de suite et a dit, oh là là, mais ça m'intéresse, le temps, je veux absolument votre bouquin. Donc ça avait quand même 10 ans que je galérais, et là, en 10 minutes, il m'a pris mon bouquin quasiment sans le lire, mais après il l'a lu et c'était parti. Donc il y a des choses qui débloquent comme ça une situation. Moi, pour reprendre mon anecdote de tout à l'heure, je n'ai pas édité chez l'oncle de la personne qui me présentait ça, parce que son oncle était éditeur, mais il n'éditait pas de la SF, ni aucun genre d'imaginaire. Donc après, il m'avait proposé une maison, enfin de le passer à une maison qui faisait que du numérique. Et à ce moment-là, j'avais dit non, je tiens quand même au format papier. Je vais tenter ma chance d'abord chez les éditeurs qui font du format papier. Donc j'ai fait comme à peu près tout le monde, j'ai regardé quelles sont les maisons d'édition qui acceptent de la science-fiction, et puis j'ai envoyé mes soumissions, et j'ai eu des refus, et puis j'ai eu un oui, voilà, tout simplement. Donc, entre le moment où vous avez fini d'écrire et le moment où vous avez signé votre contrat, il s'est passé combien de temps? 2-3 ans, quoi. Un an, ouais, un an. Si. Un an et demi à peu près. Puis après, entre le moment où tu signes le contrat et le livre sort, il s'est écoulé encore un an et demi parce que les catalogues sont assez pleins. Donc il faut attendre. Alors, on va en parler justement. Comment, à partir du moment où vous avez signé votre contrat, où on vous a dit oui, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et est-ce que vous avez travaillé avec l'éditeur? Comment vous avez travaillé avec l'éditeur? Et qu'est-ce qui s'est passé entre le oui et la publication? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Du coup, non, beaucoup de... Enfin, je sais plus combien de temps il s'est passé. Un peu moins d'un an, je crois, en fait. Non, ça a été assez vite, parce qu'en fait, la maison d'édition démarrait aussi. C'était ses débuts aussi, donc elle n'avait pas encore beaucoup de livres dans son catalogue. Donc elle avait beaucoup de temps à consacrer à mon roman. Donc on a beaucoup relu, voilà. Enfin, moi j'ai beaucoup relu, l'éditrice a beaucoup relu, plus d'autres lecteurs. Et puis non, ça s'est fait... Enfin, finalement, je trouve que ça s'est fait assez vite, en fait. Moi, je suis arrivée après Elodie dans la maison d'édition, donc ça a été assez vite quand même, puisque ça a pris 5-6 mois. Donc il y a toute la phase de correction, donc là on reçoit le manuscrit, on corrige, on renvoie, etc. Enfin, on joue au ping-pong avec le manuscrit. Et il y a aussi la phase avec l'illustrateur, en fait, on lui dit un peu ce qu'on veut. Donc là, moi, j'avais le choix de dire un peu ce que je voulais. Donc je connaissais déjà l'illustratrice, parce qu'elle avait déjà fait les couvertures de mes autres romans, donc c'était plus simple. Et du coup, c'est aussi un grand moment de recevoir la couverture de son livre, de recevoir. Voilà. C'est un grand moment d'émotion.
Du coup, Elodie, est-ce que tu t'es illustrée? Oui, du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire l'illustration de la couverture. Voilà, comme ça, moi, je me suis dit, je serai pas déçue, ce sera moi qui l'ai fait. Donc, voilà. Donc, Eva, nous, pour vous, le travail d'édition Alors, moi, donc, mon éditeur m'a dit, on va faire plein de corrections, on va changer le titre et tout. Et je dis, oui, pas de souci, je suis OK pour m'améliorer. Et puis, au final, on a gardé le même titre, il m'a envoyé même pas 10 corrections. Donc voilà, donc, ça a été assez rapide au niveau du retravail du texte. Par contre, ça a été long pour attendre la date de sortie, puisqu'il fonctionne très longtemps en avance. Donc 1 an en avance, il sait ce qui va sortir mois par mois. Voilà, donc j'attendais mon tour, et puis pendant ce temps, le temps passe. Mais bon, il faut écrire en fait, pendant qu'on attend que son livre sorte, il faut en profiter pour écrire. Parce qu'après, c'est vrai, une fois que le livre est sorti, on est pris dans les salons. Donc on fait le tour de France, des librairies, des salons, on n'a plus autant de temps pour écrire. Il faut mettre à profit le temps entre deux livres pour prendre de l'avance sur l'écriture. Moi j'ai eu une relation un peu particulière avec cette maison d'édition. Sur plein de points j'en étais très contente, très carrée sur plein de choses au niveau du respect de l'auteur, de ce qu'il veut faire, etc. Et du respect du contrat, j'ai pas eu de problème. Par contre, les communications étaient minimalistes. Tendance à écrire ses mails avec un lance-pierre et vraiment avec le volume, ce qui n'a pas toujours facilité les choses. Alors quand tout allait bien, c'était très bien. Et puis quand on a dû parler de l'illustration de couverture, ça a été un passage un peu difficile. J'ai essayé d'expliquer que la couverture de ce roman ne reflète pas son contenu. C'est de la SF. Si en regardant ça, vous pensez à de la SF, vous n'êtes pas parmi la majorité. Et il fait aussi plutôt jeunesse, c'est un roman pour adultes. Donc j'ai essayé d'expliquer tout ça à la maison d'édition et le dialogue s'est assez mal passé à cause du fait que les communications de toute façon étaient minimalistes. Et puis à la fin, c'était apprendre ou aller voir ailleurs. À 3 mois de la sortie du roman, j'ai pris la couverture. Je constate maintenant qu'effectivement elle me dessert. Je vois que des gens qui pourraient être intéressés, des gens qui sont de culture geek comme moi, qui pourraient être intéressés, voient la couverture et passent directement à autre chose sans même s'approcher. Et des gens qui l'ont lu malgré la couverture, qui me disent j'ai été surpris finalement, je ne l'aurais pas acheté en voyant cette couverture, et puis je le lis et je me rends compte que c'est le genre d'histoire qui me plaît. Donc il y a eu, c'est le gros point noir que j'ai eu avec ces maisons d'édition, et la communication un peu faible. Mais sinon, j'en suis quand même assez contente. Et évidemment, ils m'ont donné ma chance, donc ça, c'est toujours aussi très appréciable. Et du coup, maintenant, vous êtes toutes des auteurs publiés. Après la publication, qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que vous avez atteint le sommet ou est-ce que vous en voulez toujours plus? Est-ce qu'il y a plein d'autres choses à faire pour vous? Après la publication, c'est un début en fait. Parce que après, il faut faire la promotion, parce qu'on n'est pas toujours dans une maison d'édition. Voilà. Donc, il faut aller au salon, il faut contacter l'éditeur, il faut vraiment aider l'éditeur dans sa démarche. Et donc, c'est aussi un gros investissement en fait. Donc, c'est pas fini. Voilà. En fait, le livre est publié, il y a encore beaucoup à faire. C'est un travail sur le long terme en fait, la publication d'un roman. Il faut savoir être patient surtout et ne jamais relâcher, c'est ça le plus important. Et aimer ce qu'on fait, bien sûr. Ça va de soi. Non, pareil, ouais, c'est vrai que du coup, on pense que ça va être bon une fois qu'il est publié, mais en fait, non, on a encore du boulot, il faut encore arriver à le faire connaître. Et du coup, moi, je sais que j'ai encore des idées d'autres romans, mais j'hésite, je commence un peu à gribouiller les choses, mais je me dis en même temps, j'aimerais bien que celui-là se fasse connaître. Alors, on est un peu entre deux feux, faire la promotion du premier et puis écrire le deuxième. C'est exactement ce qu'elles ont dit, et c'est pas du tout la fin, c'est le début en fait. On a un livre et il faut se faire connaître, et on change de métier en fait. On était écrivain seul dans son coin et là on se transforme en une sorte de commercial en fait. Et c'est deux métiers différents, il faut arriver à jongler avec ça, voilà, parce qu'on se retrouve dans les salons, il faut vendre, il faut parler. Voilà. Mais sinon, d'un coup on devient légitime, parce que moi dans mon cas, j'ai écrit 4 livres avant, mais j'étais pas un auteur. Et maintenant, j'ai un livre publié, je suis un auteur. Pourtant, je suis exactement la même personne. Mais aux yeux du monde, je suis quelqu'un de différent. Avant, j'étais personne, et maintenant, je suis un auteur.
Mais c'est que le début, et le début d'une longue route. Je vais pas revenir effectivement sur le fait qu'après on découvre tout un deuxième univers, hein, la préécriture. Mais après, on a envie d'en écrire d'autres. Moi, c'était mon premier. Je voulais voir déjà, est-ce que j'arrive tout court à écrire un roman. En cours de route, ah oui, j'aime écrire un roman. Et maintenant, j'en ai écrit un deuxième, ça s'est fait. Je cherche un autre éditeur, etc. Donc, on ne s'arrête pas là. Et comme on dit, c'est le début, ne serait-ce que du fait des activités après la publication, mais aussi le début du fait qu'on va continuer à écrire et espérer publier la suite aussi derrière. Est-ce que pour vous, c'est plus facile vis-à-vis de votre éditeur ou des autres éditeurs que vous cherchez pour toi, par exemple, maintenant que vous avez publié un premier roman, est-ce que vous avez l'impression que le regard des éditeurs et du monde du livre a changé en se posant sur vous? J'en suis pas encore persuadée pour le moment, mais j'en suis qu'au début de ma recherche pour mon deuxième. Donc on verra. Ce qui a changé, c'est que j'ai aussi publié des nouvelles en anthologie et donc j'ai pu discuter directement avec l'éditrice, dont les soumissions sont fermées, mais puisque j'ai publié une nouvelle chez elle, elle envisage d'étudier mon manuscrit et elle envisage de l'étudier alors que normalement il ne rentre pas dans le cadre de type de manuscrit qu'elle édite, puisque normalement il est trop gros par rapport à ce qu'elle accepte. Et le fait que j'ai déjà publié chez elle une nouvelle dans son anthologie, elle me dit donne-le-moi quand même, je le fais quand même lire par mon comité de lecture. Donc il y a ce genre de... on crée des relations par rencontre. Et par contre, le fait d'avoir publié ce roman-là chez une autre maison d'édition, j'ai pas encore vu concrètement si ça va m'aider ou pas. Moi, je pense qu'on a peut-être un peu plus l'attention des petits éditeurs parce que du coup, quand on a publié, on fait souvent des salons, donc du coup, on va rencontrer les auteurs d'autres maisons d'édition et les éditeurs aussi, donc on les connaît, après ça devient des copains copines, quoi, j'ai envie de dire. Après, même si on a plus l'attention, le manuscrit passe quand même par le comité de lecture et si c'est pourri, c'est pourri, ça ne sera pas accepté, quoi. Il n'y a pas de chance supplémentaire par rapport aux autres, c'est vraiment la qualité du manuscrit qui prime, en fait. Ça va peut-être un peu plus vite. Oui, ça va peut-être un peu plus vite. Voilà, si un éditeur en reçoit 10, ça va peut-être être le vôtre qui va être en haut de la pile. Mais on va toujours regarder la qualité du manuscrit. C'est pas parce qu'on a un deuxième livre, s'il est mauvais, il ne sera pas édité par notre éditeur. Il faut nous condamner à faire des livres assez bons. Peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais assez bons pour être publiés. À moins que tu aies fait un best-seller avant, peut-être. Ouais, là, si tu as Amélie Nothomb, peut-être tu peux avoir des œuvres de qualité, ça passe quand même. Mais nous, non, on est éjecté si on fait un truc mauvais. Mais du coup, moi je sais que je suis un peu plus tranquille parce que voilà, au moins je sais que si j'en ai fait un deuxième, tant qu'il rentre dans la ligne éditoriale de la maison d'édition, mon éditrice sera prête à le lire et voilà, au moins je sais que j'ai déjà quelqu'un qui est peut-être prêt à le lire et à l'éditer, donc déjà je suis plus tranquille. Alors que le premier, je l'ai écrit, j'étais au chômage et je me disais, bon bah vu que je suis au chômage, j'ai que ça à faire et on verra si un jour c'est édité, quoi. Voilà. D'accord, et du coup, Lou, tu parlais tout à l'heure des retours des lecteurs, des blogueurs. Donc je suppose que vous avez toutes eu des retours, des critiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Est-ce que ça vous touche beaucoup, modérément ou pas? Quand le livre est sorti, en fait, c'est la première chose qu'on attend, c'est le premier retour. Du coup, on est un peu tendu quand on ouvre la page qu'on passe sur le blog. Et finalement, on se rend compte que c'est des très bons retours généralement, voilà, et ça donne encore plus envie d'écrire et de se donner à fond pour faire connaître le livre. Voilà. Ouais, pareil, du coup c'est souvent des retours positifs, donc du coup voilà, ça rassure, on est content, voilà, il y a quelques personnes qui apprécient ce qu'on fait, et voilà. Ouais, ça fait hyper plaisir, même si on n'écrit pas pour être reconnu, quand on a une bonne critique, on est super content, on l'adore. Et puis ça donne la pêche pour la suite et puis faire d'autres. C'est d'autant plus important d'avoir des retours de gens qu'on ne connaît pas parce qu'on peut avoir son entourage autour de soi qui dit oui, c'est très bien ce que tu fais. Bon, c'est des amis, c'est la famille, normalement ils sont là pour nous soutenir. Alors que quand c'est une personne inconnue qui nous fait ce retour-là, on dit c'est bon, je n'ai pas halluciné, j'ai fait quelque chose dont je peux être fière de vendre, que je peux être fière de vendre. Donc c'est important pour ça. Puis ce
qui est bien, c'est qu'avec Internet, on n'est pas dépendant que de la presse papier, parce que c'est vrai que d'avoir des articles dans la presse papier, c'est assez difficile. Pour moi, j'ai peut-être un quart d'articles en presse papier et trois quarts d'Internet. Et voilà, grâce à Internet, on a quand même beaucoup plus de critiques de blogs, de billets, c'est pas mal. Et du coup, est-ce que vous avez des projets pour la suite? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pour l'après maintenant. Du coup, continuer les salons, voilà, dans mes livres. Et en fait, moi j'ai publié d'autres romans, donc c'est des sagas ou des trilogies, et du coup là je prépare les suites de ce roman. Moi j'ai des idées, mais voilà. Mais pour l'instant c'est que des petites idées, donc voilà. Et après pour ce roman-là, j'aurais une idée de préquel, ce qui s'est passé avant, mais ça je le garde pour plus tard. Donc, moi je fais une trilogie sur les ressources clés, donc il y a le temps, l'amour et le corps. Donc ce sera des histoires indépendantes, mais quand même liées par l'idée de faire des contes philosophiques un peu. Donc j'en suis à l'amour, mais comme j'écris maintenant, ça prend encore un petit peu de temps. Je crois que j'aurai fini en juin. Donc après, avec tout le temps d'édition, ça fait un peu. C'est une trilogie. Tu penses pas que ça ira un peu plus vite? Ouais, si, je pense que ça ira plus vite. Il faut que je finisse déjà. Moi, mon deuxième se passe dans le même univers au sens large que mon premier, c'est aussi de la science-fiction. Par contre, il prend des thèmes complètement différents. Pour le coup, c'est du space-op mélangé avec du polar. Et pour la suite, je passe à la fantasy. J'aime bien explorer de façon large ce qu'on peut faire. Et j'écris aussi de temps en temps des nouvelles. Pour les appels à texte. Oui, voilà, pour des appels à texte. Bon, dans une anthologie, donc tu as aussi. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous parler, a priori surtout toi, je ne sais pas si les autres ont publié des nouvelles, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on peut faire à côté des romans, donc, par exemple les nouvelles? Oui, c'est vrai que comme des éditeurs, de temps en temps, mettent des appels à texte sur un thème donné, ça peut être une entrée un peu plus facile que d'essayer de placer un roman en soumission spontanée directe. Au moins là, on sait qu'on répond à une attente exacte de l'éditeur. Que ce soit d'ailleurs chez des éditeurs ou chez des revues, des petits magazines, même si ça peut paraître un peu moins valorisant, c'est quand même aussi une façon de diffuser ses textes, de faire des choses un peu différentes. Et puis un petit projet, c'est plus court, donc on a le produit fini plus rapidement que quand on se lance dans un roman, donc c'est sympa aussi de varier comme ça. Les nouvelles, c'est bien quand on a des petites idées qu'on ne peut pas développer sur 300 pages. En un week-end, je fais une petite nouvelle. C'est sympa, ça distrait du roman, voilà, et puis c'est utile aussi pour se faire connaître. Ça permet d'utiliser une idée qui n'est pas assez forte pour un roman, mais bien pour une nouvelle. Comme les camarades, en fait, j'ai déjà écrit des nouvelles pour des appels à texte. En général, des fois, il y a des thèmes sur les appels à texte qu'on ne peut pas toujours inspirer. Donc, moi, j'attends d'être vraiment inspirée pour écrire des nouvelles. En ce moment, je n'écris plus trop de nouvelles parce que pour l'instant, j'arrive, je pense, que je pas trop. Mais voilà, faut avoir faut aller dans l'action à la nouvelle, faut pas se perdre dans les descriptions. C'est un format quand même qui est assez compliqué, même s'il est court. Moi, du coup, non, des nouvelles, j'ai jamais essayé, donc peut-être. Mais du coup, moi, je reste liée à l'édition par le fait de faire des couvertures, par l'illustration, en fait. Voilà. Ok. Et c'était instructif. Vous avez toutes vos personnalités, vous avez tous des projets très sympas. Et du coup, maintenant, je m'adresse au public parce que vous avez peut-être des questions pour nos 4 auteurs. Si vous voulez, allez-y. Parlez très fort, ça ira. Non, lui, il n'a pas le droit. Alors, pourquoi de la science-fiction au 2e degré? Alors, je m'excuse auprès de tout le monde, je vais spoiler à mort là, les romans. Mais, Pas trop. maintenant, ce qui se fait beaucoup, justement, quand on lit Galaxy ou Solaris, qui sont les principales revues de science-fiction en France et au Canada, les rédacteurs n'arrêtent pas de dire n'essayez pas d'être original parce que finalement, tous les thèmes de la science-fiction ont déjà été traités. La seule chose que vous pouvez faire, c'est renouveler un traitement avec votre style. Et là, finalement, avec Eva et Loujane, je n'ai pas encore lu les autres romans,
il y a cette idée de prendre deux grands thèmes de la science-fiction et de les coupler ensemble. Parce que nous, Jeanne, ça part sur le contrôle du temps, et puis au bout d'un moment, il y a également les univers parallèles, je vais pas expliquer pourquoi, mais qui se mêlent, ce qui fait des rebondissements intéressants, ça crée des nouvelles combinaisons scénaristiques. Et Eva, ça part sur un peu la guerre planétaire, un peu la Age of Tomorrow, et puis finalement, après, on découvre aussi ce pouvoir du temps, un petit peu à la prémonition, qui vient se greffer aussi, donc ça donne un quelque chose d'original. Alors, est-ce que, aujourd'hui, les jeunes auteurs de SF ont besoin absolument de combiner deux grands thèmes de SF pour attirer l'attention du public, des éditeurs? Alors franchement, moi, c'était instinctif. J'ai fait ça parce que je ne pouvais pas faire autre chose. J'avais envie de traiter le thème de cette sorte-là. Je n'ai pas du tout pensé, tu vois, à me différencier ou faire une manie de thème. Et c'est après, effectivement, quand on fait des analyses, quand j'ai vu les critiques, tout le monde m'a dit oui, mais il y a deux thèmes, en fait, l'univers parallèle et le temps, qui se sont mêlés. Et moi, quand j'ai écrit, j'ai pas du tout pensé à ça. C'est en regardant le résultat que c'est sorti. Donc c'était plus intuitif qu'autre chose. Moi, cette idée de on a déjà tout fait, on peut faire un traitement différent, honnêtement, je n'y crois pas. De toute façon, on peut toujours trouver mieux, que ce soit en croisant deux thèmes qui n'ont jamais été croisés avant, en voyant émerger autre chose ou pas. Il y a encore largement la place de trouver comme ça des voies plus originales qui n'ont pas été exploitées à mort. Donc, de toute façon, ce discours-là, je ne le suis pas. Et comme je disais, quand j'ai commencé ce roman-là, je n'avais pas prévu d'éditer, donc j'avais certainement pas en tête de faire quelque chose de commercial qui allait parler à je ne sais quel public. Je voulais faire ce que je voulais créer mon univers à moi, j'adore la création de monde. Donc j'ai créé ce que je voulais, et puis j'ai même pas cherché à faire de l'original. Les idées, elles viennent, elles sont là pour être exploitées, et encore heureux, on en a plein. Il y en a plein des œuvres qui vont continuer à nous surprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, c'est juste une question. Alors, vous en avez déjà un peu parlé, mais votre rapport par rapport au reste de la SF, est-ce que vous lisez beaucoup de SF? Est-ce que vous lisez beaucoup d'autres genres? Peut-être aussi de la littérature générale, effectivement, peut-être de la littérature normale, la littérature générale. Ils sont pas bizarres, nos auteurs de SF, quand même. Est-ce que vous lisez effectivement du contemporain pour essayer peut-être de se tenir au courant de ce qui se fait et de ne pas répéter, ou plutôt des classiques pour être à la source? Enfin, voilà, quel rapport avec c'est peut-être une question un peu plus longue pour... Non, pas de souci, on a le temps. Bah, moi en fait je lis très peu de SF. En fait écrire ce livre d'anticipation c'était plus bien un challenge que je me suis lancée, parce que j'avais déjà écrit de la fantasy et du fantastique, c'est les deux genres que je lis le plus en fait. Et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer aussi l'anticipation, est-ce que je peux le faire, et c'est pour ça que je me suis lancée cet objectif. Voilà. Moi à la base je suis plutôt bloquée justement dans l'anticipation. Moi j'ai lu tous les grands classiques, Isaac Asimov, Le meilleur des mondes, 1984, voilà. Et je me suis dit, il faut que j'arrête de bloquer là-dessus parce qu'il y a d'autres choses. Donc j'essaye de lire un peu des choses différentes quand même. Et puis j'essaye aussi de lire de la SF d'aujourd'hui. Maintenant que en fait, depuis que j'ai sorti ce livre et que je fais des salons, je commence à m'intéresser à ce qui se fait aujourd'hui. Alors qu'avant, j'étais bloquée jusqu'aux années 70. Voilà. Moi, je lis tout ce qui sort parce que j'aime bien voir entre guillemets ce que font les collègues. Donc généralement, même des fois sur des salons, j'en achète plus que j'en vends. Donc je finis pas toujours tous les livres, mais ouais, j'aime bien en fait tout lire pour m'imprégner de tout ce qui est fait, et puis je mixe tout à ma sauce, et puis ça me nourrit. Des vieux trucs ou des trucs récents. Alors moi je lisais énormément avant d'écrire, et c'est vrai que depuis que je me suis mis à écrire, du coup j'ai moins de temps pour lire, et puis parce que je suis plus accaparée par l'univers que je suis en train de créer. Mais je m'arrange pour continuer à lire, pour moi c'est important de voir ce qui se fait à côté, et puis bon, je ne vais pas m'arrêter comme ça juste parce que j'ai commencé à écrire. Et pour répondre à ta question, quelle diversité de lecture, un peu tout, mais c'est vrai que ces dernières années je me suis plus resserrée sur les littératures de l'imaginaire. C'est vrai que je lisais plus de littérature générale et surtout des classiques quand j'étais ado. Mais de temps en temps je me souviens que je peux aussi aller regarder ce qui se fait de ce côté-là, que c'est aussi intéressant.
D'autres questions? Sinon, je vais retrouver une. Ah, allez-y. Encore. C'est non, c'est un peu enfin, la suite. Donc, pour les bouquins, oui. Est-ce que vous inspirez aussi, je sais pas, est-ce que vous avez des sources genre dans les films? Parce que alors, c'est surtout, quand on parle de SF aujourd'hui, moi je pense surtout dans les gros hits, c'est surtout des films, plus que des gros succès d'édition. Ou des jeux vidéo, ça aussi, il y a beaucoup de SF. Enfin, il y a toute une imagerie de SF qui se retrouve beaucoup oui, dans les films, dans les jeux vidéo, dans les comics, dans la musique, ou je sais pas, autre chose que de la littérature. Donc, oui, l'inspiration, elle vient aussi pour moi des autres médias. Alors, pas tant des films, parce que les films, ces derniers temps, j'ai l'impression de voir un peu toujours la même chose. Par contre, dans les autres médias, et je pense aussi aux séries télé, en fait, là, je trouve qu'il y a pas mal de créativité à aller chercher si on va un peu creuser dans les jeux vidéo aussi. Enfin, n'importe quel support, en fait, qui permet de mettre en scène de la création d'univers et de la narration. C'est pour moi une source d'inspiration potentielle, c'est sûr. Et j'aime bien regarder ce qui se fait aussi comme ça dans les autres médias. Moi, pour moi, les films, c'est plus une distraction, comme j'adore la science-fiction, évidemment. J'adore voir les films de science-fiction, parce que c'est quand même, même les blockbusters, c'est super bien fait, et on passe un super bon moment. Maintenant, je ne suis pas sûre que je m'inspire trop, parce que la littérature, c'est quand même très différent. Mais en fait, le monde, en général, est une source d'inspiration. Les gens qu'on rencontre, moi j'ai un travail dans un bureau séparément, ça m'inspire aussi, bizarrement, on trouve l'inspiration partout. Voilà, après, c'est pas que en SF, hein, dans tous les genres, je pense qu'on s'inspire un peu inconsciemment de tout ce qui nous entoure, des séries télé, des films, des livres, de tout. Moi je sais que dans les films genre de science-fiction, j'en regarde beaucoup. Même ceux qui sont mauvais, je trouve qu'il y a quand même toujours une bonne petite idée à prendre. Et voilà, il y a toujours une petite idée de base qui est toujours bien. Et après, est-ce que ça m'inspire? Je sais pas, mais je regarde beaucoup. Encore des questions? Oui. Allez-y. Généralement, les écrits de SF ou tout simplement de la littérature imaginaire ont tendance à utiliser ce médium, pour faire une critique ou pas, ou en tout cas aborder des thématiques sociales, politiques, humaines, tout bêtement. Analyser la vie, la décortiquer ou essayer de mettre en décalage certains aspects. J'aurais juste aimé, parce que je ne connais aucun de vos 4 romans, j'aurais juste aimé savoir s'il y avait justement une thématique particulière que vous aviez essayé soit de décortiquer, soit d'analyser, en tout cas ce qui faisait un petit peu la scientifique moelle de vos romans. Merci. Déjà, moi, comme je le disais, donc, il y a un questionnement sur les origines de l'humanité, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte au fil de l'écriture qu'il y avait un gros questionnement aussi sur la communication. En fait, vu que mes personnages, dans la première intrigue, ils sont en Antarctique et ils se retrouvent c'est dans un futur proche, donc c'est une société qui est basée sur la communication orale, c'est-à-dire qu'on a perdu l'écriture en fait. Les gens n'écrivent plus à la main, ça n'existe plus et ne tapent même plus sur un clavier, tout est à commande vocale. Et du coup, tout s'arrête du jour au lendemain et en fait, il y a cette idée qu'on a perdu l'écriture. Alors, donc, quand on perd l'écriture, on ne peut plus écrire l'histoire. Donc, il y a cette idée de la communication et en fait, dans l'autre intrigue, on a une communauté d'humains qui communiquent par télépathie avec les anges. Et donc il y a cette idée aussi de communiquer, voilà, et il y a l'héroïne de cette deuxième intrigue qui ne peut pas communiquer par télépathie. Mais en fait, voilà, il y a un gros questionnement sur la communication, finalement, vers où on va en communication dans notre société actuelle. Oui. Donc moi, dans mon roman, en fait, je voulais traiter en fait la thématique de l'addiction aux jeux vidéo. Donc je me suis basée dans un futur proche et je me suis demandé en fait qu'est-ce qui se passerait si tout le monde était vraiment vivait en fait dans un univers virtuel et délaissé à côté le vrai monde, enfin la réalité. Et donc mon roman traite de cette problématique principale. Moi j'ai voulu traiter du manque de temps, parce qu'en fait, par exemple, Elisabeth Ier, la reine d'Angleterre, avait dit au moment de mourir, tout mon royaume pour un peu de temps. Donc en fait, le temps, c'est une des ressources les plus rares et les plus chères qu'on ait. C'est vrai que par exemple, de donner de son temps, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Et donc j'ai voulu explorer cette problématique. Donc, dans mon bouquin,
les gens arrêtent le temps, mais aussi je me pose la question de ce qu'on fait du temps aujourd'hui. Donc on accélère énormément les choses en pensant gagner du temps en accélérant. En fait, on fait juste les choses plus vite, on n'a pas plus de temps. Et dans mon livre, on voit en fait que peut-être qu'une façon d'allonger le temps et de l'arrêter, ce serait plutôt de dilater l'instant par une activité qu'on aime, par exemple de lire, de discuter avec quelqu'un. On dilate l'instant, on dilate le temps, et c'est la vraie façon de l'arrêter, non pas d'essayer d'accélérer. Voilà, donc j'ai voulu explorer la thématique du temps dans le bouquin. Alors, par rapport à ce que tu disais, que la SF comme ça essaye souvent d'amener une réflexion sur une dérive ou pas de la société. À l'époque où j'ai commencé mon roman, je pense que j'en ai eu un petit ras-le-bol de cette SF qui ne fait qu'embrasser les catastrophes qui vont nous arriver si on continue vers telle ou telle voie. Donc qui ne montre que le côté pessimiste de ce qui peut nous arriver et pas, au contraire, un avenir meilleur qu'on pourra avoir si on prend les bonnes décisions. Donc j'ai pas particulièrement essayé de faire passer le message, mais par contre j'ai choisi délibérément de présenter un monde, ou en tout cas avant le problème de confrontation avec la vie extraterrestre, de présenter un monde où le développement futur de l'humanité donne un résultat positif. Avant que la vie extraterrestre débarque, il y a différents pays sur cette planète, aucun nom d'armée, ils vivent tous en paix. C'est un des exemples. Et j'avais envie comme ça de montrer l'autre côté. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir plein de dérives possibles, mais on pourrait aussi prendre les bonnes décisions et aller dans le bon sens. Il faut montrer les deux, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais trouver une dernière, parce que je me suis aperçu de quelque chose il y a quelques minutes. C'est pseudo ou pas pseudo? Et pourquoi? Non, pas pseudo. Pseudo. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, donc la littérature de science-fiction ne nourrit pas sa femme, encore. Donc du coup, j'ai un autre boulot un boulot sérieux d'adulte responsable. Voilà, exactement. Et il m'a paru qu'il valait mieux que j'ai deux noms, un dans mon autre boulot et un comme écrivain, pour ne pas mélanger les gens. Et en fait, c'est la bonne décision, je crois. Moi, c'est un pseudo aussi, donc je suis entièrement d'accord avec lui. Et puis, ça permet aussi, on a l'impression d'être un personnage, quand on se fait un pseudo, un peu un personnage de l'histoire aussi. Un avatar. Ouais, on peut être différent en fait, comme on a un autre nom, on peut être un peu différent. On s'invente. Ouais. Non, moi c'est pas un pseudo, d'ailleurs je me suis demandé, parce que je me suis dit Elodie Philippe, je trouvais que ça faisait pas très vendeur, français. Mais bon, je me suis dit m'inventer un pseudo pour m'en inventer un, j'avais pas d'idée, donc je me suis dit bon on va garder ça, tant pis, hein, c'est comme ça qu'on m'a baptisé. Voilà. Je suis un peu comme Elodie pour moi, et puis j'entends l'argument de jeunes vis-à-vis du travail, mais j'ai décidé personnellement que si ça leur posait problème, ils pouvaient se faire voir. Et voilà. Une dernière question? Ou deux? Ah, il y en a deux. Battez-vous. Vous d'abord, et puis on prendra la dernière. Alors, si vous aviez un rêve d'écrivain, alors par exemple, je sais pas, votre livre adapté au ciné ou écrire une tétralogie sur votre personnage avec effectivement tout le temps du monde pour l'écrire, ou je sais pas, écrire un roman à quatre mains avec votre auteur préféré, enfin je sais pas, est-ce que vous avez un rêve comme ça d'auteur quand vous êtes face à votre page blanche, vous dites il faut que je continue parce qu'un jour mon rêve deviendra réalité? Ou devenir super riche et effectivement de vivre de vos écrits de SF peut-être. Moi, je suis pas sûre que d'être que écrivain, ça me servirait, parce qu'en fait, je me nourris beaucoup de mon autre métier. Et j'aurais peur de perdre contact avec la réalité si je restais chez moi toute la semaine à écrire. Donc en fait, mes deux métiers se nourrissent l'un l'autre. Donc ce serait pas mon rêve. Moi, je pense que mon rêve, voilà, c'est ça déjà. Donc maintenant, je suis déjà au-delà de mon rêve. Voilà, donc si je fais le deuxième qui est publié, c'est super. Donc après cinéma, ouais, voilà, c'est comme gagner au loto. C'est plus un rêve, c'est un fantasme. Ouais, bah pareil, le livre adapté au cinéma, ouais, c'est vrai que ça
ça m'a titillé, je me suis déjà amusée à chercher des acteurs potentiels. Voilà, mais bon, après, voilà. C'est cool, mais Moi, c'est un peu pareil aussi. Un livre adapté au cinéma, ce serait vraiment top. En jeu vidéo, ça serait encore mieux peut-être. Oui, aussi. Le mien, il a déjà été adapté au cinéma, c'est Edge of Tomorrow. Non, comme disait la personne qui a posé la question au début, il y a quelques petits parallèles entre l'histoire dans ce film et le film et le mien. Et du coup, quand j'avais découvert le film, ça m'avait beaucoup amusé comme ça. Je me disais, ben voilà, c'est formidable, on adapte mon roman, c'est dommage, je n'aurais pas les droits. Mais... non, par contre, le rêve que je pourrais avoir, c'est d'en faire mon activité principale, hein, sans être riche. Gagner un petit peu suffisamment pour dire, ah ben, ça devient vraiment mon activité principale, ça ce serait déjà un beau rêve, je trouve. La dernière question du fond. Oui, j'avais juste une toute petite question. En fait, il y a quelque chose qui m'a un peu étonné dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Les critiques que vous aviez lues, aussi bien des blogueurs que dans la partie presse écrite, en fait, généralement, quand on lit justement des blogs ou des critiques ou des choses comme ça, on a toujours un peu l'impression de relire des dossiers de presse qui a été envoyé aux personnes. Est-ce que vous, en l'occurrence, vous avez trouvé justement que c'était vraiment quelqu'un qui avait lu et qui retranscrivait son idée, son intention et surtout son ressenti par rapport à votre livre? Et est-ce que, au contraire, vous aviez ressenti un petit peu la même chose par rapport aux critiques qui sont souvent des redites, souvent moins bien écrites des dossiers de presse? Voilà. Alors, je dirais la presse internet, entre guillemets, est très libre. Donc moi je suis persuadée que les blogueurs en fait ont fait des vraies critiques, et d'ailleurs elles sont très différentes sur mon livre, il y en a qui disent le contraire d'ailleurs. Donc il y a une vraie liberté de ton. Sur le web, c'est des vraies critiques. Sur la presse écrite, ça dépend. Notamment la presse locale, parfois, c'est plus convenu. La presse nationale, ouais, si c'est quand même assez franc. Donc dans l'ensemble, non, je dirais c'est pas des services presse, c'est du vrai. Ouais, moi aussi, je pense que c'est surtout des blogueurs. Moi, j'ai pas eu de critique dans la presse écrite et tout ça. Donc, et comme il y a eu, par exemple, il y a eu une critique où j'ai vu que la personne n'avait pas compris tout un aspect du livre, mais je me suis dit oui, elle l'a vraiment lu. Mais ouais, c'était chaque fois positif. Oui, c'était vraiment des gens qui avaient lu et qui avaient un vrai avis. Toutes les critiques sont vraiment différentes. Voilà, il y a des blogueurs qui s'attachent plus, qui préfèrent quand il y a beaucoup de descriptions, donc qui vont râler quand il y en a moins. Enfin voilà, chacun lit les livres à sa façon, et du coup, à chaque fois, on a des critiques relativement différentes. Je ne sais même pas s'il y a eu un dossier de presse comme ça qui a été communiqué à qui que ce soit. J'ai vu que des critiques, enfin des retours écrits par des gens qui n'aiment pas forcément des blogueurs, qui donnaient juste leur avis. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a une autre question, parfait. J'aimerais savoir, les salons du livre et de questions de faire ça, de vos rencontres, jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près combien? De rencontres? De rencontres, de salons du livre, c'est ça, pour voir un peu comment on fait pour rencontrer. Combien de rencontres? Moi, j'ai fait à peu près 5-6 salons du livre, mais j'ai démarré depuis 2014, donc voilà. Avant, j'en faisais pas. Bon, je suis raisonnable, je pense. Moi, du coup, il est sorti un petit peu plus d'un an et j'ai fait, je crois que c'est mon 3e ou 4e salon. Voilà. Après, j'ai pas encore fait de séance de dédicace en librairie, si j'en avais. Voilà. Je dirais, en comptant les librairies, une douzaine, je dirais 2 fois par mois, un salon, une librairie. Donc sur 6 mois, je ne sais pas comment calculer exactement, mais je dirais 10-12. C'est la championne. Moi, j'ai juste fait 3 salons. Je découvre encore un peu ce côté-là, d'essayer de faire la promotion de ça. Écoutez, merci. Donc, on va pouvoir remercier. Merci.